Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler médias, pour parler journalisme. Si vous avez cliqué sur le titre de cette vidéo, je pense plus que sur la miniature, même si j'ai pas encore la miniature en tête, on va parler du journalisme sous Covid, de ce nouveau journalisme, de ces erreurs en fait surtout, au niveau du journalisme qui ont des conséquences. Sur le long terme, qui vont encore avoir des conséquences sur le long terme. Je vous traite de ce sujet-là parce que j'ai lu assez vite l'enquête de la Croix. J'ai lu les grandes lignes, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser de manière un peu plus importante. Et il y a des chiffres qui m'ont marqué, c'est la confiance. C'est toujours un chiffre qui marque dans cette enquête de la Croix sur la confiance dans les médias. Ce chiffre qui est de à peine 50% de confiance dans les médias, dans les meilleurs médias. On va dire, la radio, je crois que c'est 52%, et parfois ça passe sous les 50%. Les Français n'ont pas confiance dans les médias. Et puis, il y a aussi une partie de l'enquête qui est consacrée à la Covid, et les Français sont très critiques envers les médias et leur traitement de la Covid-19. Et c'est vrai que depuis un an, quasiment, on a, je trouve, beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes en fait au niveau journalisme et journalistique avec la Covid. Il y a des problèmes qui existaient déjà d'avant, mais qui se sont accentués avec la Covid-19. Donc on va parler de tout ça. Le premier problème qui est vraiment dû à la Covid-19, ça a été l'utilisation des spécialistes. Alors, les infectiologues, les médecins, les médecins spécialistes dans les urgences, spécialistes dans beaucoup de domaines, avec une surutilisation de spécialistes, c'est-à-dire que parfois pas toujours facilement compréhensible par le grand public. Il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été assez explicités par les journalistes, peut-être par un manque de maîtrise des sujets, parce que c'est deux thèmes qui vont ensemble. Mais l'utilisation de spécialistes, c'est bien d'utiliser des spécialistes quand on a des thèmes un petit peu compliqués, mais ça ne doit pas empêcher le journaliste de maîtriser ses sujets. C'est-à-dire que moi, si je fais parler un spécialiste sur l'automobile, par exemple sur comment bien entretenir sa voiture pendant l'hiver, bien préparer sa voiture pour l'hiver, ça ne m'empêche pas de me renseigner avant sur ce qu'il faut faire. Voilà, parce que comme ça, mon reportage sera encore meilleur. Et je pense qu'il y a eu un vrai problème de ce domaine-là. C'est vrai que j'ai vu Patrick Cohen en parler, par exemple. Mais d'autres journalistes, il y a quelques autres personnalités qui en ont parlé, qui ont dit oui, mais ça n'empêche pas de se renseigner sur comment on s'infecte avec le Covid, sur les différents variants, sur quelle est la différence entre tel ou tel type de variant, avant d'avoir un spécialiste sur un plateau, parce que on a eu souvent, comme des journalistes qui ne maîtrisaient pas assez les sujets, laisser faire les spécialistes, en disant c'est un expert, donc je laisse faire, je laisse parler, comme ça en plus ça me laisse un petit peu peinard, j'ai juste à préparer une petite interview avec des questions à la con, ce qui fait qu'on a eu un vrai manque de contradiction. Parfois il y a des spécialistes qui ont sorti d'énormes conneries à l'antenne, comme le mec en face, le journaliste ne maîtrisait pas son sujet, et bien il n'a pas pu le contredire, et ce qui fait qu'on a eu des interviews mais vraiment très bancales. Il y a le professeur Raoult, mais il y en a d'autres, des interviews. C'est vrai qu'avec le professeur Raoult, quand t'as Laurence Ferrari qui interviewe le professeur Raoult sur CNews, c'est du n'importe quoi. Mais moi je me souviens d'Arnaud Fontanel également, je sais plus, sur BFM, où l'interview n'était pas exceptionnelle parce que le mec tourne autour du pot et puis c'est un bordel monstre. Et puis bien entendu les interviews avec Axel Kahn, les interviews avec le professeur Juvin. C'est vrai que par exemple il y a aussi un manque de vérification des experts. Le professeur Juvin est un exemple type. On nous a indiqué le professeur Juvin comme un spécialiste des infections, ok, mais on a oublié de nous dire qu'il était affilié LR et qu'il voulait se présenter à la prochaine élection présidentielle, à la prochaine primaire des Républicains. Ça a son importance parce que lorsqu'il critique le professeur Juvin, le gouvernement qui est en place, quand il critique par exemple Jean-Luc Mélenchon, on a du mal à savoir si c'est l'infectiologue qui parle, le médecin qui parle, parce que je crois qu'il n'est pas infectiologue, mais est-ce que c'est le médecin qui parle ou est-ce que c'est le responsable politique? Est-ce que c'est le maire qui parle quand il parle des problèmes
dans les mairies ou de la gestion des vaccinodromes? Est-ce que c'est le maire LR qui part ou est-ce que c'est le spécialiste scientifique qui nous parle? Ça n'a pas été indiqué également par les journalistes. C'est-à-dire quand ils interrogent le professeur Juvin, ça doit être dit. Mais ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on utilise des experts sans rappeler un petit peu leur curriculum vitae et sans vérifier leur curriculum vitae, parce que peut-être qu'il y a des journalistes qui n'auraient pas été chercher le professeur Juvin si il s'était aperçu qu'il était LR. Parce qu'ils ils savaient qu'on pouvait leur reprocher qu'en interviewant cette personnalité, que ça poserait des problèmes en termes d'éthique quand même, et qu'on pourrait avoir d'énormément de questions autour de ça. Pareil avec Fontanelle, c'est que Fontanelle a beaucoup de casseroles au cul quand même ces derniers temps. Arnaud Fontanelle, il a dit beaucoup de bêtises sur les plateaux. En plus, on a beaucoup de spécialistes qui ont dit énormément de conneries. Par exemple, qu'on dit que c'était une grippette, qu'on dit qu'il fallait pas reconfiner alors qu'il fallait confiner, qu'on dit qu'il fallait confiner alors qu'il fallait pas reconfiner à certains moments. Et genre 2 semaines après, on leur pardonne tout, on les remet sur les plateaux télé. Ça pose un problème. Et en plus, avec l'utilisation de spécialistes, c'est qu'on a beaucoup de spécialistes qui sont un petit peu hors sol. C'est-à-dire que ce sont des mecs qui sont infectiologues, comme Karine Lacombe. C'est vrai que Karine Lacombe, on l'interviewe encore, on oublie de rappeler un petit peu dans son curriculum vitae que elle touche de l'argent de la pharmacologie, que ses revenus sont pas très nets, et on lui pose pas de questions en plus sur ses revenus qui ne sont pas nets, ses relations avec les entreprises de pharmacologie. Donc ça pose un véritable problème aussi, et ce qui fait que les mecs qui sont sur la propagande, qui sont d'extrême droite ou même pas toujours d'extrême droite, qui aiment bien faire des polémiques à tout va, tu leur donnes vraiment, tu donnes le bâton pour te faire battre, quoi. C'est totalement ça, et moi je trouve que c'est un vrai problème. On a eu un manque de vérification, c'est-à-dire que même moi j'aurais pu dire que j'étais infectiologue, alors c'était pas du tout le cas, et peut-être que des gens m'auraient invité sur le plateau de BFM, parce qu'il y a eu un vrai manque de vérification des spécialistes. Le manque de variété au niveau des angles. Alors là, il va falloir que je... Qu'est-ce qu'un angle, vous allez me dire? Le manque de variété au niveau des angles. Un angle, c'est très simple. Quand on est journaliste, on prend un sujet. On va traiter d'un sujet. Par exemple, la Covid-19 est un sujet. Par contre, on ne peut pas parler de la Covid-19 parce qu'on ne peut pas parler à un moment, il faut resserrer ce sujet-là. Faut répondre à une problématique, mais une problématique plus resserrée. Eh bien, c'est ça un angle. C'est-à-dire que le sujet, c'est la Covid-19. Eh bien, moi, l'angle, ça peut être les vaccinodromes dans les milieux isolés. Donc on va dans un vaccinodrome, comment on gère le vaccinodrome, par exemple, je sais pas, dans le Larzac ou dans la Creuse, qui sont des départements un peu plus isolés. Ou ça peut être comment on gère la gestion des stocks de vaccins dans le 93, en région parisienne, où là il y a énormément de population, et ça peut être, c'est d'autres contraintes, voilà. On a eu un vrai manque de variété au niveau des angles, parce que pendant 6 mois, on a eu les mêmes angles, et même encore aujourd'hui, on nous refait des angles assez similaires. La dernière fois, par exemple, les restaurateurs, on a archi-revu les restaurateurs. Il y a un moment, il faut trouver des autres angles que juste nous dire les restaurateurs sont en difficulté, ça suffit pas. Il va falloir nous trouver d'autres angles. Et ça a participé à cette lassitude. Et l'angle, ça fait partie du journalisme, parce que un journaliste doit être un minimum original dans son choix d'angle. Et ça montre qu'on a peut-être des journalistes qui sont un peu trop formatés, parce que là, c'est vrai, quand je vois au niveau des angles, le vaccin, par exemple, on avait tout le temps les mêmes angles au niveau du vaccin. On parlait même pas de comment on ferait pour vacciner, ce qui aurait pu être intéressant. Quelle serait la stratégie de vaccination 2 mois avant le vaccin? On nous disait le vaccin il va marcher de telle ou telle manière,
ah, le vaccin il est déjà activé dans tel pays, ou ah, ce pays-là il a décidé de pas mettre le vaccin, ou ce pays-là il a trouvé un traitement. C'est toujours les mêmes angles. Vous allez voir, sur la Covid-19, c'est financièrement, c'est les étudiants par exemple, on nous en a très très peu parlé, c'est un angle qui est pourtant hyper intéressant. On nous a très peu parlé des salariés là dans les stations de ski, des saisonniers. On a eu peu de sujets sur les saisonniers, c'est pourtant là encore c'est très intéressant. Au niveau des entreprises, c'était toujours les entreprises vont mal, ou elles vont très bien, il n'y a pas l'entre-deux. Donc ça a toujours été un petit peu le problème, je trouve. On a eu, alors ça c'est un souci qui existait déjà avant, parce qu'il y a des soucis qui existaient déjà auparavant, les micro-trottoirs inutiles. Un micro-trottoir, c'est déjà le niveau zéro du journalisme, parce que le micro-trottoir, c'est les gens qui parlent. Tu poses une question, c'est par exemple une question qui doit être ouverte. Hein. C'est la seule difficulté, on va dire, d'un micro-trottoir. Ça peut être question de micro-trottoir, qu'est-ce que vous pensez de l'action du gouvernement sur la Covid ? Est-ce que vous comprenez la communication du gouvernement ? Alors encore, là, elle est fermée, ça sera du oui-non. Quand tu as ce genre de situation où tu sais que tu vas avoir une question fermée, il y a toujours le pourquoi. Le pourquoi est toujours très intéressant. Micro-trottoir, par exemple, que pensez-vous de la situation à Marseille, à l'Olympique de Marseille ? Voilà, ça peut être une question de micro-trottoir. Le problème du micro-trottoir, c'est que c'est souvent inutile parce que sur les sujets complexes, tu as souvent les mêmes types de réponses qui sont floues. Par exemple, là, je t'ai parlé de que pensez-vous de la stratégie de vaccination ? Si je vous pose cette question-là, me dire oui, je trouve que c'est pas bien, mais vous n'allez pas réussir à me l'expliquer, vous n'allez pas réussir à trouver des exemples, parce que ce sont des sujets complexes. Et sur un sujet complexe, le micro-trottoir n'a aucun intérêt. Le micro-trottoir, il a un intérêt, par exemple, quand un acteur meurt, quand une personnalité meurt, c'est intéressant. Tiens, vous pouvez nous raconter pour vous qu'est-ce que c'était Jean-Pierre Bacry. Et là, le mec va sortir une réplique de film. Ça peut être intéressant, par exemple, sur le football, sur des sujets un peu plus, je vais pas dire touchy, mais un peu moins sensibles. C'est pas un peu moins technique, mais bon. Il n'y a pas de question de vie ou de mort, quoi, sur le football. C'est-à-dire que sur Marseille, ça peut être intéressant. Et encore, tu ne peux pas te limiter à un micro-trottoir. Il faut que derrière, tu ailles voir des spécialistes. Parce que si tu te contentes d'un micro-trottoir, ça ne suffit pas. Mais sur les sujets politiques, sur les sujets d'actualité, il y a déjà plusieurs personnes qui vont te répondre à côté. C'est déjà le cas, par exemple, sur les micro-trottoirs football, pour en avoir fait. Il y a des gens qui te répondent à côté de la plaque et tu perds vachement de temps. Et puis ce que j'ai trouvé sur les micro-trottoirs, c'est une nouvelle mode, c'est d'avoir des micro-trottoirs où les mecs répondent oui, oui et oui. C'est-à-dire des micro-trottoirs qui ne sont absolument pas équilibrés. Quand tu fais un micro-trottoir, sur n'importe quel sujet, il faut que tu aies des pour et des contre. Par exemple, si je te parle de la situation à l'OM, on va reprendre ce principe-là. T'as des gens qui doivent dire oui, le président il a raison, ou oui, les supporters ont raison. Poser l'un et l'autre. Si t'as un micro-trottoir où pendant tout le micro-trottoir, il y a les mecs qui disent oui, les supporters ont raison, c'est malhonnête. Et ça a été le gros problème, je trouve qu'il y a beaucoup de micro-trottoirs qui ont été malhonnêtes. Pourtant, c'est le truc le plus con à faire, un micro-trottoir, et il y a des gens qui ont réussi à les foirer. Quand je vois des micro-trottoirs où c'est oui, oui et oui, c'est toujours le même type de réponse, c'est-à-dire, par exemple avec le masque, on a eu énormément de micro-trottoirs, c'était est-ce que vous êtes pour ou contre le masque ? Grosso modo, c'était à peu près ça les questions. Et t'avais parfois des micro-trottoirs où le premier mec disait je pense que c'est important pour la santé. T'en as un deuxième qui dit oui, de toute manière on est obligé d'y passer par là, donc je vois pas quel est le problème. Et le troisième qui était moi je suis une personne fragile, donc oui, il faut le masque pour nous protéger de la Covid-19 et protéger nos aînés. C'est malhonnête parce que je suis sûr que alors soit t'as mal fait ton job, c'est-à-dire que t'as pas interrogé assez de personnes, mais normalement sur 50 personnes tu vas forcément en trouver des qui vont dire non sur un sujet, sur n'importe quel sujet. De toute manière on est rarement tous d'accord sur un même sujet, à part sur Adolphe, et encore il y a des gens maintenant qui seraient pour dire
pour dire que Adolf Hitler a fait des bonnes choses. Normalement, on a tous des désaccords, tu vois, assez profonds sur beaucoup de sujets. Alors, les duplex inutiles également, mais ça, c'était déjà un problème qui existait d'avant. Duplex inutile, quand on envoie quelqu'un sur le terrain, faut que ça ait un intérêt de l'envoyer sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit un truc qu'on n'ait pas dans la dépêche AFP, ou qu'on ne puisse pas trouver depuis son ordinateur. Faut que ça ait un intérêt d'envoyer un envoyé spécial, un journaliste qui va être sur le terrain, qui va pouvoir, grâce au fait d'être sur le terrain, récupérer des informations de dernière minute, par exemple. On a quand même vu beaucoup de duplex où le mec nous raconte des informations qui auraient pu être dites en plateau, où on voit le mec en plateau a plus d'informations que le mec qui est sur le terrain. Il y a eu des centaines, alors c'est un truc de France 2, mais même les autres le font. C'est vrai que France 2, France Télévisions sont des spécialistes pour ça, mais les duplex inutiles, sortie de Conseil des ministres, le mec dit personne n'a voulu nous répondre, ou le mec a dit ça pendant le Conseil des ministres. Oui, mais sur la dépêche AFP, c'est déjà marqué, donc apporte-moi quelque chose de plus. L'ambiance, par exemple, sur le terrain, ou la situation, voilà, c'est comme les duplex, par exemple, de la chaîne L'équipe. J'adore quand les mecs te donnent la composition. Oui, mais la composition, en fait, on l'a déjà sur le site. Donc à quoi ça sert que tu me dises la composition en duplex? Parce que tu vas pas l'avoir plus vite que sur le site internet du club. Donc c'est complètement stupide. C'est le genre de truc qui m'énerve. Le souci au niveau des sources, là je parlais des duplex inutiles, mais on a eu parfois des soucis au niveau des sources. Je vous parlais de l'AFP. Parfois on s'est contenté de sortir l'AFP. C'est le nouveau problème du journalisme moderne. C'est le journaliste devant ordinateur, ce que disait le pape François. Je suis rarement d'accord avec le pape François, mais qui a dit que le journaliste, c'est pas se contenter d'être le cul vissé sur son ordinateur. Il l'a pas dit quand même de cette manière, mais vous avez l'idée. C'est le gros problème, c'est le souci des sources. C'est-à-dire que beaucoup de journalistes se contentent d'une seule source, se contentent de l'AFP. Sauf que l'AFP, je rappelle comment ça marche, c'est que les mecs qui écrivent des dépêches AFP, ce sont des journalistes, ce sont des correspondants locaux, par exemple, de l'AFP. Ça reste un journaliste. La vérification est un petit peu plus importante que dans un journal traditionnel, mais pas énormément plus. C'est-à-dire qu'il faut se méfier quand même de l'AFP. Alors certes, c'est une source qui est considérée comme fiable, mais c'est pas fiable à 100% non plus. Donc quand vous n'êtes pas sûr, c'est bien d'aller voir ailleurs. Et parfois, on a eu des soucis au niveau des sources, on s'est contenté d'une seule source qui n'était pas toujours fiable. Quand les mecs se sont contentés du professeur Raoult, sans vérifier ce que disait le professeur Raoult est un mec comme moi, qui peut raconter des conneries aussi. Donc ça a été un vrai problème. Le journalisme Madame Irma, qui est arrivé des nombreuses fois. Alors qu'est-ce que le journalisme Madame Irma? C'est, par exemple, le lundi, parler de l'allocution du président qui va arriver le jeudi soir. Vous en avez tous eu. Et nous dire, il dira peut-être ça, ou il dira peut-être ça, ou il parlera peut-être de ça, ou nous parler du vaccin 6 mois avant que le vaccin arrive. En disant, on fera peut-être de cette manière, ou on fera peut-être comme ça. Et on en a vu des dizaines et des dizaines de reportages, Madame Irma, avec un sujet qui arrive trop tôt. Si le président il parle le jeudi soir, j'en ai rien à foutre que tu m'en parles le lundi. Tu commences à en parler le mercredi soir, 24 heures avant, mais pas 72 heures ou 96 heures avant. Ça n'a aucun intérêt de toute manière. Ce que tu vas dire, ça n'aura aucun intérêt, ça ne sera pas fiable, ça ne sera pas du journalisme. Et ça, on en a eu des milliers de reportages comme ça. Et ça, c'est un véritable problème. L'utilisation du conditionnel. Ça aussi, le conditionnel, ça doit être... Le journalisme, c'est du présent. Voilà. Ça, t'écris au présent quand tu fais du journalisme. Parfois au passé, mais t'essayes normalement de te débrouiller pour que ça soit tout le temps au présent. Le conditionnel, c'est utilisé, mais au minimum. Quel est le symbole du conditionnel? Le conditionnel, c'est ça peut-être arriver comme ça ne peut pas arriver. Donc c'est-à-dire que tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Si tu n'es pas sûr de ton information, tu la donnes pas. Et on utilise le conditionnel maintenant énormément parce qu'on est à la recherche du scoop. Alors maintenant, dans les écoles de journalisme, dans tous les trucs autour du journalisme, il faut du scoop, du scoop, du scoop, du scoop, du scoop. Oui, moi je préférais plutôt avoir de l'information de qualité, plutôt que d'avoir de l'information qui est peut-être en premier, mais qui est totalement fausse. Et c'est le gros problème aujourd'hui du journaliste, c'est d'être à la recherche du scoop, de oublier les valeurs de base du journaliste, qui sont de ne pas raconter de conneries, et de faire du travail de qualité. Voilà. Et de parler de sujets qui ne sont peut-être pas toujours traités par tes concurrents.
Et là, aujourd'hui, l'utilisation du conditionnel, mais c'est une infamie. C'est anti-journalistique, le conditionnel. C'est-à-dire que le conditionnel s'utilise très peu. Moi, je ne comprends pas des journalistes qui balancent des infos comme si elles étaient vraies, mais avec du conditionnel. Ouais, ça sera peut-être le cas. On sera peut-être confiné. Et on l'a vu, par exemple, c'est le cas on a aussi le journal. Enfin, ça va. Le conditionnel, ça va avec le journalisme closer. C'est-à-dire le journaliste closer. Je vais vous expliquer ce que j'entends par ce terme, le journalisme closer. C'est le journaliste qui se base sur des rumeurs, sur des on-dit. Alors c'est cette fameuse chronique dans le journal de 20h de France 2, je ne sais pas si vous êtes déjà tombé dessus, avec Nathalie Saint-Cry qui dit « Ah oui, bah alors par exemple sur le reconfinement, Gérald Darmanin, selon des proches de Gérald Darmanin, il aurait dit ça. » Ou selon des proches du ministère de l'Intérieur, cette séquence se serait passée de telle manière. Depuis quand on se base sur des rumeurs pour faire des articles journalistiques ? Depuis quand on se base sur des trucs qui sont pas fiables, qui sont pas sûrs ? Sur des propos qui seraient rapportés du copain, du chauffeur de bus, de la petite fille, de la grande tante de Gérald Darmanin. Enfin, le journalisme, c'est pas ça, hein. Et ce qui nous a donné les rumeurs, et cette une du JDD de la semaine dernière, le reconfinement, c'est maintenant, quoi. Grosso modo, c'est ça la une du JDD. Et il y a 2 jours, le journal a dit, bah oui, on a fait une erreur. Nom de Dieu, vous êtes basé sur des rumeurs. Tant que le Premier ministre ou le président ne dit pas il y a reconfinement, ça sert à rien de dire le reconfinement, ça sera dans une semaine. Ça a été le cas pendant la semaine dernière. On nous a tanné, journalisme Madame Irma, avec oui, ça sera le confinement, alors il fera peut-être de cette manière. Alors là, comme le Premier ministre va parler, il va certainement dire ça ou ça ou ça. Sans aucune preuve, sans aucune source. Comme ça, avec du vent. On fait du journalisme avec du vent maintenant. C'est quand même terrible. Et l'omniprésence également de la Covid dans tous les sujets, qui a été, je pense, un véritable... Je vous le fais un petit peu pêle-mêle, hein, comme je dis. Qui a été également très importante, alors qu'il y a des moments où il n'y avait pas d'intérêt de parler de la Covid-19. Cet été, il n'y avait pas d'intérêt de parler de la Covid-19. Parce qu'au final, on a eu très peu de cas cet été. Les services des urgences n'étaient pas surchargés par rapport à la situation d'aujourd'hui. Hein. De toute façon, ils sont toujours dans la merde, mais ils étaient déjà dans la merde avant les services d'urgence. Hein. C'est pas comme s'ils se plaignaient du manque de moyens 6 mois avant la Covid et qu'ils étaient en grève depuis 1 an et demi. Mais l'omniprésence de ce sujet, par exemple l'été, ça a été une bêtise parce qu'aujourd'hui, on a une lassitude, les téléspectateurs ont une lassitude, c'est-à-dire dès qu'on parle aux gens de la Covid, t'as l'impression que c'est un enfer parce qu'on en a beaucoup trop parlé. C'est comme si pendant 6 ans, pendant 1 an, tu parlais du même sujet. C'est ce qui nous est arrivé là. Pendant 1 an, les journaux ont démarré sur la Covid. Première info du jour. Ce qui fait qu'on a négligé d'autres sujets. La loi sécurité globale, ça a été quand même très peu abordé. Des réformes qui ont été très très peu abordées également derrière parce qu'il y avait la Covid. Faut pas qu'un sujet soit omniprésent à ce point dans les médias. Je pense que c'est une mauvaise idée. Et aujourd'hui, la lassitude qu'ont les gens dès qu'on leur parle de Covid, on a vu là, le reconfinement, pareil. Et en plus, comme on a une omniprésence de ce sujet avec les mêmes angles tout le temps, t'as l'impression de voir le même journal, quoi. C'est vraiment un enfer. Tu te contentes des titres, je peux te dire la moitié du journal en me contentant des titres. Je peux te sortir la moitié du journal. C'est quand même magnifique aujourd'hui. Alors, les conséquences de toutes ces erreurs, c'est qu'on a une augmentation aujourd'hui de la désinformation dans la presse, dans la presse sur les réseaux sociaux, que les journalistes, c'est aujourd'hui la profession la moins appréciée des Français. Faut savoir, hein, dans les 3 professions les moins appréciées des Français, il y a le journaliste. C'est dans le temple. Je comprends totalement. Vu le nombre d'erreurs. Et là, j'ai pas été chercher bien loin dans mon cerveau. Hein. Ça m'a pris 1 heure et demie pour relater tout ça. Et en faisant d'autres choses à côté. Donc, en analysant très précisément, je pourrais vous parler par exemple que les journaux sont de plus en plus courts et que c'est un véritable problème.
Mais pourquoi aujourd'hui on a cette théorie de la propagande? C'est à cause de toutes ces erreurs. Pourquoi aujourd'hui les gens n'ont plus confiance dans les médias? C'est à cause de toutes ces erreurs. Pourquoi aujourd'hui la presse est moins lue? C'est à cause de toutes ces erreurs. Pourquoi les journaux sont moins regardés? C'est à cause de toutes ces erreurs. Et vu que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, eh ben on se retrouve dans des situations qui vont s'accentuer au fur et à mesure des années si on ne règle pas ça très vite, si on ne se remet pas autour d'une table et qu'on réfléchit à qu'est-ce que le journalisme en finale? Qu'est-ce que c'est d'être un bon journaliste? Il faut que les journalistes réfléchissent à ça. C'est quoi l'objectif de mon métier? Qu'est-ce que ça induit quand j'écris un article? Quand j'écris un article, j'ai une parole publique. Ce n'est pas que moi qui parle, c'est l'ensemble des journalistes qui parlent à travers ma voix. Parce que quand je fais une bêtise, c'est la profession de journaliste tout entière qui est dans le collimateur. C'est là-dessus où il faut réfléchir. Il faut changer les mentalités. Il faut arrêter avec le scoop dans tous les sens. C'est pas en allant de plus en plus vite qu'on va s'en sortir. Je vais ressortir à cette phrase de l'entraîneur d'Alain Bernard. Et on finira là-dessus. Sur cette vidéo qui dure déjà depuis 25 minutes. Il faut prendre le temps d'aller vite. Donc, traduction, il ne faut pas se précipiter. C'est quand tu prends le temps que tu fais le meilleur travail. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez mettre la cloche, vous pouvez mettre la cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Mais je vous l'impose absolument pas. Si vous vous abonnez, ça sera déjà très très bien. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Malek Production. Allez, ciao ciao!